Mesdames et messieurs, Monsieur Goma is in the house. Nous avons la chance d'avoir en entrevue Monsieur Georges Goma, qui est candidat pour Québec solidaire ici à Lévis. Évidemment, vous connaissez la formule du Chico Show. J'ai pas envie qu'on tombe dans la lourdeur et qu'on parle uniquement de politique. Effectivement, c'est sûr qu'on va parler un petit peu des enjeux de Lévis avec M. Goma, mais en même temps, on a envie de découvrir M. Goma, de connaître l'homme derrière le politicien. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Monsieur Goma, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est sympathique. C'est moi qui vous remercie de m'avoir chez vous. Et puis, comme je disais, j'ai vraiment envie qu'on apprenne à connaître l'homme parce que vous avez un parcours hors du commun quand même. Hors du commun. Ben, hors du commun. Monsieur Goma, vous venez de l'Afrique? Oui. Pour ceux qui ne le savent pas. Absolument. De quel pays êtes-vous? Écoutez, je viens d'Afrique centrale. OK. L'Afrique centrale, un petit pays de 342 000 km² qui s'appelle le Congo-Brazzaville. OK, le Congo directement. Le Congo-Brazzaville, mais généralement, les gens font une confusion parce qu'il y a deux Congos, figurez-vous. OK, il y a deux Congos. Oui. Je savais qu'on allait apprendre des choses ici aujourd'hui. Il y a deux Congos. Bon, en fait, il y a un grand pays, très très grand pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Celui qui est représenté aux Olympiques, entre autres. Oui, exactement. Hein, l'ancien Zaïre, certains connaissent peut-être pas de votre génération. Non, on est un peu trop jeune, je pense. Un peu trop jeune. Mais il y avait l'ancien Zaïre, du maréchal Mobutu. Mais avant ça, il y avait toute la période coloniale. Donc, ce grand pays était d'abord la propriété du roi des Belges, Léopold II. C'est les Belges qui étaient propriétaires du Congo. D'abord pas les Belges, mais le roi des Belges. Okay, le roi des Belges. Avant que le roi de Belge ne cède sa propriété au royaume de Belgique. OK, ensuite, on vient de loin. Oui, effectivement. Voilà, tout à fait. Et pour tout vous dire finalement, puisque j'aime l'histoire. Oui. J'aime l'histoire. Vous savez que l'Afrique, c'est un continent qui a vécu une certaine histoire très 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 difficile aussi avec la traite négrière. Et puis même encore aujourd'hui, il y a certains pays comme la Somalie où c'est difficile. Absolument. On est quand même parfois au regret de nous qui avons passé beaucoup de temps en Occident, de voir que on n'a qu'une petite connaissance de l'Afrique. Effectivement. Et je vais profiter aussi pour vous dire que depuis 5 ans bientôt, j'ai une chronique d'Afrique noire que je fais sur CKRL. Oui. Hein, vous pouvez aller là-dessus. On apprend beaucoup sur l'Afrique. Bon, ne nous éparpillons pas. Revenons un peu sur... Revenons à Monsieur Goma. Voilà, Monsieur Goma, qui vient du Congo, et je parlais de ce grand pays de la République démocratique du Congo, donc l'ancien Zaïre. Et puis, vous êtes parti pour l'Europe. Mais moi, c'est d'abord le deuxième Congo, là. Je vais parler du deuxième Congo. À côté du grand Congo, il y a le petit Congo, qui est, en fait, qui a été colonisé par la France. C'est le Congo français. OK, c'est qu'il y avait des Belges et des Français. Mais bien sûr, mais la Belgique et la France, c'est déjà une belle frontière. Ils sont partis en Afrique, ils ont fait encore une frontière entre les deux Congos. Et Brazzaville, donc la capitale du Congo-Brazzaville, d'où je viens, et Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est les capitales les plus rapprochées du monde. OK. Il y a un fleuve qu'on appelle le fleuve Congo, le deuxième grand fleuve au monde, après l'Amazone, je pense, au Brésil, de par le débit, et c'est le Congo. OK. Donc Brazzaville et Kinshasa sont deux capitales qui un peu comme Québec et Lévis. Exactement. Pour faire un parallèle. Est-ce qu'ils ont construit un pont? Mais non, ils n'ont pas construit un pont, c'est bien pourquoi également M. Goma pense que le troisième lien n'est pas nécessaire. Effectivement. Il y a un traversier. On est conséquent. On est conséquent. Il y a la suite dans les idées là. Tout à fait. Je vous laisse. Ensuite, donc le jeune Georges Goma naît au Congo. Au Congo-Brazzaville, il y a une cinquantaine d'années. Quand même, hein? Oui, quand même. Oui, on vient de loin. Et par la suite, va du côté de l'Europe. C'est bien ça? Voilà. Disons que je suis parti de mon Congo natal, donc en 1988.
les Cynthia, ma tante Cynthia, Anne-Sophie et Vicky, on savait même pas qu'elle serait née. C'est tellement loin. Et vous aussi d'ailleurs. Hein, non, Vicky? Moi j'étais au monde en 1988. Je n'avais que 2 ans. Et voilà, vous étiez encore un petit bout comme ça. Je suis parti de chez moi parce qu'après, je suis venu en France pour faire mes études supérieures. Parce que chez nous, en Afrique, il y a encore des pays où, après les études secondaires, il n'y a pas d'installation pour les études supérieures encore. Donc, pour pouvoir aller faire à l'université, il fallait vous expatrier. Vous n'aviez pas le choix. M'expatrier. Donc, j'ai eu une bourse de mon pays, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs aussi, pour venir en France. Mais lorsque vous étiez plus jeune, donc le Georges Goma, enfant. Du Congo. Congo. Est-ce que vous étiez dans une famille qui était fortunée? Comment ça fonctionnait? Non. Ma famille n'était pas fortunée. Mais ma famille n'était pas pauvre non plus parce que mon père faisait partie de la classe moyenne. Okay. Mon père était enseignant et c'est parmi les enseignants, en fait, les premiers enseignants qui ont remplacé les colons. OK. Et donc, mon père était enseignant, directeur d'école. Nous sommes une famille de 10 enfants. OK, 10 enfants. 10 enfants, absolument, wow. De mon père et de ma mère. Et puis, 12 enfants de mon père. Vous comprenez très bien qu'en Afrique, ça se permet quand même. Hein? Et on peut aller faire une petite fête à l'extérieur, apporter des enfants qu'on fait à l'extérieur. Et ma mère les acceptait comme ça. Donc, c'est pour vous dire simplement que de mon père et de ma mère, nous sommes 10. Mais mon père a fait 2 autres enfants en dehors du mais de par la polygamie ou Mais en fait, il y a la polygamie qui est aussi acceptée chez nous. Okay. C'est constitutionnellement accepté. Et je vais vous expliquer un petit truc puisque on a le temps. Hein? On a tout le temps qu'on veut. Alors, la polygamie, en fait, comment ça s'explique? Parfois, les gens se disent, mais comment se fait-il qu'il y a la polygamie chez vous? C'est nul, c'est pas bon. Mais en fait, il y a un principe là. Je l'explique souvent, c'est pas une explication scientifique, mais c'est pour rigoler aussi. Mais on comprend pas mal des choses. Vous savez ce qu'on appelle le rapport de masculinité. Le rapport de masculinité, c'est qu'il naît à la naissance, il y a 105 garçons pour 100 filles. Presque dans la plupart des sociétés, ce qu'on appelle le rapport de masculinité. Donc, il y a un peu plus d'hommes que de femmes en général. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, le rapport de masculinité s'inverse. C'est-à-dire qu'à l'âge du mariage, déjà, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. De par la mortalité? Bien sûr que oui, mon cher. Okay. C'est de par la surmortalité masculine. Parce que les jeunes gens, quand ils atteignent l'adolescence, l'adolescence, les jeunes filles, les jeunes garçons n'acceptent plus d'être considérés comme des enfants par leurs parents. Mais les parents leur disent, mais attends, mais maman, je suis plus une fille, un enfant. Mais tu n'es pas encore un adulte, tu n'as pas 18 ans. Effectivement. Et donc, ce qui fait que cette période d'adolescence qui s'accompagne généralement d'une crise d'adolescence aussi, parce que le jeune enfant se cherche une personnalité puisqu'il ne veut plus être appelé un enfant, mais alors qu'il n'est pas encore un adulte. Mm-hmm. Alors, les jeunes garçons aussi plafonnent, on essaie d'être impressionné un peu les jeunes petites filles à côté. Donc, on se rend à risque. Des risques, absolument, et qui élimine déjà pas mal de jeunes garçons. Et puis, quand on commence le travail aussi... Okay. Mais quelle sorte de risque? Écoute, la moto à vive allure, on va se fracasser la figure parce qu'on n'a pas fait attention. Les voitures aussi, on les fait ronfler à grande, je sais pas moi, moteur à fond et tout cela. Il y a pas mal de petites choses sur cette surmortalité des garçons. Alors, je reviens sur le rapport de masculinité. Et à ce moment-là, à l'âge du mariage, à partir du moment où on a beaucoup plus de filles que de garçons, et puis on part du principe, écoutez, peut-être que pour les jeunes femmes, les jeunes filles, le soleil doit briller pour toutes les filles, toutes les femmes. Alors, les garçons en présence doivent occuper toutes les filles en présence. Mais c'est et on s'autorise un peu de polygamie, vous voyez. Mais c'est impressionnant à quel point il y a quand même un clash culturel. Tu sais, ici, je veux dire, uniquement clash, c'est un peu trop dur, non, mon cher? Je pense que clash, c'est un peu trop dur. Quand même, parce que, tu sais, on regarde ici où on parle beaucoup d'égalité de la femme.
Mais de voir que dans votre pays natal, on pouvait aller faire un enfant ailleurs, le ramener dans la famille, et puis la mère l'acceptait, c'est impressionnant. Oui, mais c'est tout simplement, c'est culturel, en effet. En effet, c'est culturel parce que la polygamie est bien acceptée dans la culture de chez nous. En plus, à l'époque aussi, vous savez que les gens ne travaillaient pas et que la richesse d'une famille était fonction des bras dans la famille. Okay. Et les bras dans la famille, c'était beaucoup d'enfants déjà dans la famille pour aller travailler au champ et avoir beaucoup plus d'énergie à travailler au champ. Ça, c'est des conceptions un peu traditionnelles de chez nous. Oui. Mais vous savez, les sociétés africaines aussi sont devenues des sociétés modernes, par l'influence des échanges avec l'Occident et que les gens vont à l'école. Et figurez-vous que quand je vous ai dit que mon père était enseignant, ma mère était l'élève de mon père. Ma mère était l'élève de mon père. Mais quelle était la différence d'âge entre vos deux parents? Oh, mais mon père était né en 1923. Paix à son âme, il est mort à 80 ans en 2003. OK. Et puis ma mère était de 1932. Oh, donc il n'y a pas une grande différence. Mais à l'époque, mon père était jeune quand il allait enseigner. Okay. Vous voyez? Et donc, quand il a épousé ma mère, il a sorti de l'école. Il a sorti de l'école parce qu'on disait que, écoutez, les bonnes femmes s'accommodaient moins de l'école parce qu'à l'école, on va apprendre la paresse. Et que le travail, c'était le travail à la maison. Mais ça, évidemment, on ne le dirait pas aujourd'hui. On se ferait couper la gorge ici. Surtout pas au Québec, ici. Évidemment. Voilà. Mais c'était, une fois de plus, c'était culturel. Donc, c'était des conceptions. Mais en plus, le Québec aussi a vécu ce genre de choses aussi. Tout à fait. Non, dans les années 60, la révolution un peu avant. Tranquille est venu changer des choses. Tout à fait. Donc, un peu partout, on avait la même lecture des choses. Non, tout à fait. On parle quand même des années 1950. Là. Oui, même 40, 50. Vous voyez un peu. Donc, en fait, il a sorti de l'école. Et puis, écoute, ma mère est devenue une femme au foyer. Okay. À faire des enfants. Mais elle était bien dans ce travail-là. Et puis, elle était décorée pour avoir fait 10 enfants. Okay. Donc, il y avait un honneur qu'elle avait. Et puis, à partir du moment où on savait très bien que la polygamie n'était pas quelque chose de... C'était accepté. En plus, mon père n'était pas polygame. Il allait faire un petit peu la fête dehors. C'est ça, mais il n'y avait pas 4 femmes à la maison. Non, il n'y avait pas 4 femmes à la maison. Il y avait une seule femme à la maison. Oui. Et puis, ma mère était très, très respectée. Et quand mon père, il y avait quelque chose qui nous revient toujours. Mon père, c'était un monsieur très sérieux. Et puis, quand il faisait la fête un peu dehors, qu'il avait trop bu, la table était dressée, mais il allait directement se coucher. OK. Parce que ça me ressemble, ça. Voilà. Il allait directement se coucher pour ne pas montrer un peu les effets de l'alcool à la maison. OK, donc, par fierté, lui, il se retirait. Oh, non, tranquillement, il allait se coucher, là. OK. Et puis, ce qui est encore formidable dans l'éducation que nous avons reçue, c'est qu'on n'a jamais vu nos parents se disputer. Oh. Okay. Jamais. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas de problème, mais les conflits, ils les géraient à l'extérieur de la famille. C'était pas devant. Voilà, je crois que c'était dans leur chambre qu'ils arrangeaient leurs affaires. Okay. Mais on n'a jamais vu nos parents s'engueuler et se manquer de respect. Et je pense que ça, c'est un aspect de la culture que nous avons reçue qui fait de nous, aujourd'hui, nous sommes souvent tenus en modèle d'éducation, de la bonne éducation des enfants de Goma. Tout à fait. Voilà. Monsieur Goma, ensuite, vous êtes parti du côté de l'Europe. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Je suis parti de l'Europe, en Europe, à mes 22 ans. OK. Donc, vous aviez fini l'école, le plus haut niveau que vous pouviez atteindre, vous l'avez atteint. Donc, voilà, je suis venu en France. La France était le partenaire le plus immédiat. Oui. On a été colonisé par la France. Donc, c'était facile de se diriger du côté. Il n'y avait pas de barrière de langue, j'imagine? Mais non, on parle le français. Oui. Le Congo-Brazzaville, la langue officielle, c'est le français. Okay. Et nous avons 2 langues nationales, le Lingala et le Munukutuba, qui sont les 2 langues nationales parlées dans toute la République. La partie nord parle le Lingala, la partie sud parle le Munukutuba. Mais en bon congolais, on est parlé. Mais est-ce que vous les parlez? Je les parle très bien. Donc, je pèse 5 langues, moi. Un exemple. Oui. Si, mettons, vous disiez, vous écoutez le Chico Show, comment diriez-vous? Nazo Yoka Chico Show. Wow. Nazo Yoka, j'écoute. Okay, j'écoute le Chico Show. Voilà, le Chico Show. Wow. Nazo Yoka Chico. Excellent. Voilà, c'est ça. Donc, cool. Puis, donc, vous parlez 5 langues? Je parle 5 langues. Je parle le français, je parle l'anglais, je parle les 2 langues nationales du Congo et je parle aussi ma langue, mon
patois, si on peut le dire, ma langue de mon terroir. OK. Et puis cette langue-là, en quoi elle diffère avec le français? Oh, ben, ça n'a rien à voir. Le français, c'est une langue latine. Okay. Mais l'Afrique, l'espace latin est bien loin de l'Afrique. OK. Puis cette langue-là, c'est quoi les consonnations? Oh, mais je peux dire, par exemple, si je dis, par exemple, j'aime Chic Osho, oui. Hein, Menatono Chic Osho. Menatono. Menatono. Voilà, Menatono. Dans la façon de tenir. Il y a les intonations. OK. Menatono Chic Osho. Wow, c'est vraiment cool de voir ces différences. Ah ben oui, tout à fait, c'est ça. Puis, vous êtes parti du côté de la France, donc à ce moment-là, vous parliez 4 langues, si je comprends bien. Ben, 4 langues. Okay. Mais on avait quand même, quand on a fait les études, on a commencé quand même à apprendre l'anglais, hein, comme tout le monde. Hein. OK. Lorsque vous étiez du côté de l'Afrique, vous parliez vous appreniez un peu l'anglais. Mais je ne parlais pas l'anglais, mais j'avais des cours d'anglais qui vous permettent de vous doter un peu des bases de l'anglais. Oui. Hein, donc, pas suffisant pour entretenir une discussion. Voilà. Donc, en 88, j'arrive en France. Vous arrivez en France. Vous êtes dans quelle ville de la France? Ah ben, j'atterris à Paris pour la toute première fois et je croise des copains à moi qui étaient venus déjà depuis un certain temps à Paris. Et donc, je reste une semaine à Paris avec mes copains avant de reprendre l'avion pour Toulouse. Okay, la ville rose, wow. dans le midi de la France. Oui, voilà. Et puis, là, vous êtes jeune, vous êtes fringant, 22 ans, on s'en va en France, on s'en va dans un nouveau pays. Étiez-vous en couple à ce moment-là? Ah non. Attends, cet âge-là, j'avais la petite copine que j'ai laissée au Congo. Je dis, écoute, moi, je vais sans prendre des gages, quoi que ce soit. Oui. Je pars libre, en fait. Oui. Hein, je pars libre. Et je suis un jeune étudiant, célibataire, et puis bien content d'être en France. Et puis vos études, le domaine d'études, en quoi vous en allez à ce moment-là? Je suis sociologue. J'avais choisi. En fait, il y a une petite histoire là-dessus. Moi, j'ai fait une série D. La série D, c'est la série scientifique. Okay. Je me destinais, en fait, à faire des études de médecine. OK, c'était ça initialement le plan de match. Voilà, les sciences, quand on a fait, j'étais un bon en sciences naturelles, et ben je me destinais à faire les études de médecine parce que depuis très très jeune, à l'école primaire déjà, combien j'admirais les infirmières, les regarder en blouse blanche dans les hôpitaux. Les gens qui venaient soigner, c'est noble. Mais c'est très noble, et j'avais la médecine en moi, mais malheureusement, j'ai pas fait ma médecine parce qu'il y a un système d'élimination, évidemment, hein, tout le monde, on fait pas la médecine parce qu'on a envie de faire la médecine. Okay. Et à ce moment-là, je me suis orienté un peu par dépit vers la sociologie, que je connaissais d'ailleurs pas. Et puis, je suis devenu forgeron en forgeant. Oui. Je suis devenu sociologue en faisant de la sociologie. Et puis, le but, l'aboutissement, tout ça, c'était quoi votre but à ce moment-là? De devenir, c'était quoi le métier concret sur le terrain que vous voyez? C'est une très très bonne question. Je pense quand même que dans mon parcours est marqué par les choix que j'avais fait au départ. Écoutez, je pense quand même que la sociologie, c'est une science humaine. Oui. À la différence des sciences exactes, comme la mathématique, comme... 2 plus 2, ça donne 4. La sociologie, voilà, c'est ça. Et puis, moi, quand on fait la sociologie, je pense que, surtout quand on va jusqu'au bout de la sociologie, c'est-à-dire comme le parcours que j'ai commencé la première année en sociologie et je suis allé jusqu'au doctorat en sociologie. Wow, donc vous êtes docteur? Je suis docteur en sociologie et de l'une des universités les plus prestigieuses quand même. Celle de Toulouse? Connaisse. Non, je suis resté une année à Toulouse. OK, seulement une année? Une année après, je suis venu dans la région parisienne. OK. J'ai vécu quand même 18 ans à Paris, hein. Quelle université? C'est Paris. J'ai fait Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, j'étais à la Sorbonne. Et puis, j'ai terminé avec mon doctorat à Paris 5, René Descartes, toujours en Sorbonne. Donc, j'ai mes diplômes de la Sorbonne. Donc, à ce moment-là, ça nous met en quoi? 93, 94 environ, lorsque vous avez complété? J'ai traînaillé un peu quand même. Hein. Okay. Surtout le doctorat, hein, ça prend du plomb. J'ai commencé à enseigner déjà avant de terminer mon doctorat. OK, donc vous étiez professeur avant même de compléter le doctorat? Absolument. J'ai commencé à enseigner en 90 quand même. Hein. Okay, dans les écoles d'infirmières, ce qu'on appelle... Après, ils les ont appelés les instituts de formation en soins infirmiers. OK. IUFM. Et c'est là où j'ai fait mes armes en tant que pédagogue. Ah, voilà. Wow. Et puis, 4 ans, de 90 à 94, j'enseignais là, dans différentes écoles d'infirmières. Et puis, ma foi, je suis allé à l'université à partir de 94. Mais je suis allé là-bas en tant que... Ce qu'on appelle là-bas les vacataires. Okay. Les vacataires, c'est des chargés de cours, en fait.
C'est les chargés de cours. Comme vous appelez ici les chargés de cours. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, on les appelle les lecturers. Okay. Lecturers. Mais voilà. Donc, il y a une chose souvent qu'on entend. On entend, les politiciens, ils n'ont pas de background, ils connaissent pas la vraie vie. Mais, attendez, là, je pense qu'on a quelqu'un ici qui connaît un peu la vraie vie. Non, je suis pas encore politicien. Non, ben. Je m'intéresse à la politique. Disons qu'on a un pied dans la porte, quand même. Déjà, je suis un analyste politique, ça, je peux vous le dire, un analyste politique. J'aime la politique, j'aime les relations internationales. C'est des choses qui m'ont toujours passionné. Okay. Bon, maintenant, là, se faire un label de politicien, non, je n'ai jamais eu de fonction politique en tant que telle. Mais là, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, le président. C'est ce qu'on espère, et je pense que je serais vraiment ravi d'être un peu que Lévis m'offre l'opportunité de mettre les deux pieds dans la politique et faire la vraie politique, parce que les politiciens professionnels en tant que tels, quand on voit évidemment ce qu'ils font, ça laisse quand même à désirer. Mais moi, en tant que scientifique, un scientifique qui va faire la politique, je pense qu'on ferait quelque chose. À ma chronique d'Afrique noire avant le lancement des élections, j'ai invité mon cher collègue Patrick Provost, qui est candidat à Québec solidaire dans Jean Lesage. Okay. C'est Sol qui est dans Jean Lesage. Jean Talon plutôt. Jean Talon, parce que Sol est dans Jean Lesage. Catherine Dorion est dans Tachereau. Oui. Et puis mon cher Patrick Provost est dans Jean Talon. Monsieur Goma, je l'ai invité. Savez-vous ce qu'on fait? On prend une petite pause, mais je veux qu'on reprenne. On est rendu avec Jean Goma, qui est tout fraîchement sorti de l'université. On est encore en France. Voilà, je sais que vous avez un parcours aux États-Unis. Je veux qu'on en parle, c'est sûr et certain. Ça fait qu'on fait une pause, puis on vous revient tout de suite après avec Monsieur Georges Goma en entrevue. El Chico Show. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Parce qu'il n'y a rien de plus constant que le changement. Le show du Grand Nick, mercredi, 18h. Politique, actualité, philosophie, science-fiction. CJMD 96.9, Lévis. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. Maxiform, un gym vraiment complet. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. C'est les meilleurs gyms. 5 succursales. Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Québec et Sainte-Foy. Non seulement vous profitez de 100 $ de rabais sur l'abonnement annuel, mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre. Être en forme et en santé, c'est abordable chez Maxiform. Fini les excuses. Pour info, maxiform.com. Maxiform.com. L'excellent menu de la fromagerie Victoria Lévis Centre-Ville est excellent et à découvrir. Mais aussi notre bar laitier très varié et bien sûr notre fromage frais du jour qui vous remplira de bonheur. On y déjeune, on y dîne et on y soupe. Pensez à la fromagerie Victoria. On vous attend au 164 Président Kennedy. Tu veux un tatouage sur la coche fait par des pros qui vont créer un design unique que tu ne retrouveras nulle part ailleurs? Pas besoin d'aller loin. Va faire un tour chez Jody Tattoo à Lévis. Jody Tattoo. Des tatoueurs cumulant plus de 20 ans d'expérience. Pour une création directement sortie de ton imaginaire ou une reproduction fidèle, la gang de Jody Tattoo peut tout faire. Style DC Comics, New School, réalisme, néo-trad et encore plus. Couleur ou noir et blanc, Jody Tattoo, c'est satisfaction garantie. 5667 rue Saint-Georges à Lévis. 88 833 8333.
Tu veux un tatouage sur la coche fait par des pros qui vont créer un design unique que tu retrouveras nulle part ailleurs? Pas besoin d'aller loin. Va faire un tour chez Jody Tattoo à Lévis. Jody Tattoo. Des tatoueurs cumulant plus de 20 ans d'expérience. Pour une création directement sortie de ton imaginaire ou une reproduction fidèle, la gang de Jody Tattoo peut tout faire. Style DC Comics, New School, réalisme, néo-trad et encore plus. Couleur ou noir et blanc, Jody Tattoo, c'est satisfaction garantie. 5667 rue Saint-Georges à Lévis. 88 833 8333. Le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous-traitants, particulièrement dans la dénonciation en règle des contrats de construction. Plusieurs entrepreneurs ne dénoncent pas leurs contrats ou le font inadéquatement. Ça peut coûter cher. Une dénonciation mal faite équivaut à une perte de vos droits en cas de recouvrement pour hypothèque légale. Ainsi, vous perdrez la chance d'inscrire votre hypothèque légale de la construction et d'en avoir les bénéfices pour recouvrir votre argent. Nous sommes les spécialistes pour vos dénonciations. Contactez-nous. Protégez votre entreprise de construction. Groupe HCQ.com. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984-3680. Durant le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Lévis, obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf Sportwagen, Tiguan et Passat ou 4000 $ de rabais au comptant sur la Passat. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Lévis. L'excellent menu de la fromagerie Victoria Lévis Centre-Ville est excellent et à découvrir. Mais aussi notre bar laitier très varié et bien sûr notre fromage frais du jour qui vous remplira de bonheur. On y déjeune, on y dîne et on y soupe. Pensez à la fromagerie Victoria. On vous attend au 164 Président Kennedy. 96.9. L'alternative radio. So here I go. Left, right, left. Right, left, wrong. I don't know where I'm going, but I just keep moving on. The Alternative Radio Station 96.9. Est-ce que t'es fly, toi? 96.9. La station du monde fly. Yeah, baby. Yeah. Hey, qui c'est ce porc? C'est à moi que tu parles. Oh, il le tête de porc. C'est à moi que tu parles. Erreur fatale. C'est à moi que tu parles. Ça va chauffer. On m'appelle Monsieur Porc. C'est dans le bijou. Ici, Bande de charognards. Regardez ça comme il se cavale. Toujours à l'antenne de CJMD 96.9. Vous écoutez le Chico Show. Nous avons Docteur Georges Goma à nos côtés. Oh, déjà? Monsieur Goma, on vous a présenté ma tante Cynthia. Ma tante Cynthia, oui, qui est blessée. Oui. On aimerait savoir, selon vous, qu'est-ce qui est arrivé à ma tante Cynthia? Ben, écoutez, j'ai vu qu'elle porte un... Comment on appelle ça? Une botte de plastique. Une botte de plastique au pied gauche-droite. Je me rappelle, elle est partie maintenant? Droite. Droite. Ok. Ah, ben, c'est déjà la droite. Bon, si c'est déjà la droite, c'est qu'elle a fait usage de son pied droit à frapper sur quelque chose. Et si on frappe sur quelque chose, ben, je vois une boule ronde. Oh. Une boule ronde, ça peut, c'est pas avec les mains fondamentalement, sinon se briser la main. Mais si c'est le pied droit, alors on frappe sur un ballon et ça doit être le soccer. Si je me trompe. Mais savez-vous quoi, Monsieur Goma? Elle joue effectivement au soccer, ma tante Cynthia. Eh ben, dis donc.
Ben voilà. Donc, une blessure de guerre au soccer. Ben oui, mais je pense qu'elle a dû frapper un bon coup sur le ballon de soccer. Alors, Cynthia, quand elle donne un coup, c'est un bon coup. Ben voilà, c'est ça. Mais quand elle prend un coup, c'est un bon coup aussi. Elle prend le coup, c'est un bon coup aussi. Et la façon de frapper, à quel niveau on frappe le coup aussi, ça compte. Ou elle reçoit le ballon qui vient de quelque part, qu'elle arrête avec son pied, ou qu'elle frappe elle-même le ballon pour aller ailleurs. C'est l'ordre de la frappe, c'est sûr. Ah, c'est l'ordre de la frappe alors. Donc, c'est sûr qu'elle a eu en jouant au soccer, et puis la façon dont elle a manipulé son ballon. Donc, soyez prudents si vous pratiquez le sport qui est le soccer. Voilà. Monsieur Goma, on se reporte dans le temps. Donc, on est à la fin de l'université du côté de la France. Et puis, bien évidemment, un jour, vous venez sur le continent nord-américain. Voilà, tout à fait. Comment ça se passe? Combien de temps restez-vous en France? Bon, déjà, quand je commence à enseigner, là, j'ai fait ma maîtrise déjà. Donc, je vous ai dit à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis, ma foi, parfois, vous savez, à cet âge-là, quand on vient libre comme ça, on rencontre sa petite blonde, là, à l'école, et tout cela, et puis, on la vit ensemble, et puis, parfois aussi, on commence à faire des enfants aussi, hein, ça arrive. Oh, donc, Monsieur Goma est père. Je suis parent de 3 beaux enfants, voyez. Wow! Et donc, je me dis, mais écoute, j'ai mon doctorat, je voulais faire quand même mon doctorat. Donc, avec un pied dans l'enseignement, et puis en 94, j'ai des cours à l'université, et puis, ma foi, je m'inscris en doctorat aussi. Bon, le doctorat, quand on travaille, on a une famille à élever. Bon, ma fille est née en 1995 déjà. Donc ça lui donne 23 ans. 23 ans aujourd'hui, Claude Henriette. Je vais revenir là-dessus assez rapidement, parce que c'est une brave fille. Elle est très, très, très brave. Elle est très brave. Figurez-vous qu'à 23 ans, elle a terminé son baccalauréat à McGill, dans le domaine de l'ingénierie des mines. Donc, elle est ingénieure des mines depuis 2 ans. Et là, elle travaille à Rio Tinto, au Labrador en plus. Wow. Donc, et puis, elle parle 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Elle joue au piano. C'est une bonne petite pianiste que j'ai inscrit que nous avons en épouse. On a un proverbe qui dit la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Donc, je pense que de ce côté-là, voilà, on lui a donné cette éducation-là, cette chance. Elle a fait son piano depuis l'âge de 7 ans. Et je pense quand même que depuis qu'elle travaille au Labrador, l'une des premières courses qu'elle a faites, c'est de s'acheter un piano. OK. Et elle m'a dit, papa, écoute, je t'envoie de l'argent, puisqu'elle travaille de l'argent maintenant, alors elle est capable de s'acheter tout ce qu'elle veut. Oui. Et donc, papa, tu m'achètes un piano. OK. Je t'envoie de l'argent et tu vois à tel endroit, j'ai déjà vu, tu m'achètes mon piano. Je suis allé, j'ai acheté son gros piano, tout neuf, et puis les gens de Rio Tinto sont venus à la maison pour soulever et puis l'emmener. Wow, OK. Super. Puis vous avez 2 autres enfants. J'ai 2 autres enfants, donc Claude Henriette, né en 95, et puis Pierre-Michel, né en 2000. OK, donc lui, il vient d'atteindre la majorité, il va pouvoir voter. Il va voter, oui, tout à fait. Il a eu 18 ans depuis le 15 mai. Est-ce qu'il est dans le secteur? Est-ce qu'il est dans la région? Il est dans la région. Il est étudiant à Garneau. OK. Au cégep de Garneau, oui. Voilà, tout à fait. Il fait aussi ingénierie. Et puis, et le tout dernier, mon petit Edmond Raoul, qui va avoir 15 ans le 9 octobre, là, bientôt. Il aura donc 15 ans et il est à la polyvalente de Charlesbourg. OK. Et donc, voilà. Et puis aussi, il faut que je parle de ma blonde. Ben oui, c'est sûr, effectivement. La mère de derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il y a une grande femme, effectivement. Mais c'est une grande femme aussi. Okay. C'est une grande femme. Elle est du Cameroun. Elle est du Cameroun, on s'est rencontrés à Paris. Et ma femme, Gertrude Womadje, épouse Goma, en fait, elle est aussi ingénieure des ponts et chaussées. Wow, OK. Elle a fait les ponts et chaussées, a commencé au Cameroun, elle les a terminés à l'école des ponts de Paris, où elle a fait un mais là, rassurez-moi, M. Goma, elle a vu le pont de Québec, là, on tombera pas. Bah oui, on tombe, pour l'instant, on tombera pas. Okay. Hein? Bon, mais mon épouse, en fait, elle a fait une transhumance. Elle a fait un écart par rapport à son métier d'ingénieur. Quand elle a terminé à l'école des ponts de Paris, elle a commencé à enseigner aussi dans les centres de formation pour apprentis. Elle a enseigné la résistance des matériaux, les mathématiques et la physique. Elle est restée un petit temps là-dessus. Elle est restée un peu en stage dans les cabinets vraiment
étudiant d'ingénierie là. Et puis après, c'est l'époque où l'informatique était très bien là. Oui. Et puis elle a fait une transhumance vers l'informatique. Donc en ce moment, elle est analyste informatique. OK. Donc depuis un certain nombre d'années, elle est analyste informatique. Et quand nous sommes venus au Québec ici là, et ben voilà, elle était embauchée depuis Paris. Donc elle est arrivée au Québec déjà avec son emploi dans la poche. Et puis vous, est-ce que vous aviez déjà un emploi dans la poche quand vous êtes parti? Alors, mais là, il y a plus, on dit un peu les choses un peu comme ça. Là, remettons-nous dans la ligne du temps. Dans la ligne du temps, voilà. On se remet dans la ligne du temps. Donc je suis à Paris. Je suis inscrit en doctorat. Donc à la Sorbonne, et je choisis un champ. Mon doctorat, c'est sur sociologie, mais spécialisé en démographie et en politique publique. OK. Voilà, j'ai choisi. Oh, il y a déjà un peu de politique là derrière. Oui, il y a déjà un peu de politique, parce que moi, j'ai pensé que la sociologie, je voulais faire une sociologie appliquée à un domaine bien précis. Et le domaine bien précis, c'est le domaine, évidemment, des politiques publiques, parce que dans notre société, on voit très bien qu'il y a des inégalités sociales. Tout à fait. Et les inégalités sociales, il faut bien les étudier pour aller vers une société égalitaire, au moins où il y a au moins l'équité sociale. Et donc, je me suis intéressé à comment on procède avec les politiques sociales, comment on vient en aide aux populations dans le besoin, des choses comme ça. Donc, j'ai fait un doctorat dessus. Et pour faire des choses un peu plus pointues, j'ai choisi le domaine du vieillissement. OK. La vieillesse. Oui. La grande vieillesse, alors. Et Dieu sait que c'est un enjeu pour les prochaines élections. Ah pour les élections, oui. C'est un enjeu, mais c'est un enjeu qui court depuis très longtemps. Là. Et qui va nous toucher d'autant plus avec le baby boom. Qui nous touche déjà. Là. Les baby boomers qui vont s'en aller vers les CHSLD éventuellement. Là, mais ce serait bien qu'ils n'aillent pas vers les CHSLD. On aimerait que les aînés puissent vivre chez eux, parce que à près de 80 ou 90%, ils préfèrent terminer leur existence dans leur confort naturel. Tout à fait, c'est normal. Bon, ça c'est leur volonté. Est-ce que la société dans laquelle nous vivons est prête à accéder à cette demande de nos aînés, d'autant plus que j'ai bien peur que notre société brille par un vilain comportement qui est que quand les gens prennent leur retraite, ils sont un peu comme oubliés, alors que c'est eux qui ont conçu la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc il y a quand même une théorie de la reconnaissance qu'il faut mettre sur la table pour reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour nous et donc les prendre en charge. Dis-moi quelle société tu es. Plutôt, dis-moi comment tu traites tes aînés, je te dirai quelle société tu es. Tout à fait. Donc, j'ai choisi ce champ-là parce que, évidemment, il y a besoin. Effectivement. Puis j'avais cette discussion-là avec ma mère qui est mi-cinquantaine, ma mère qui est tout nouvellement retraitée. Voilà. Puis elle me disait, Pierre-Luc, elle me disait pas Chico, elle m'appelle pas Chico, mais elle me disait, Pierre-Luc, elle dit, j'ai pas envie de me ramasser dans un CHSLD. Je veux rester le plus longtemps possible chez moi. Puis vous, ce que vous offrez du côté de Québec solidaire, entre autres, c'est d'offrir des services à domicile. Absolument. Bon, pour être un peu plus en fait honnête, bon, nous ne sommes pas les seuls à offrir cela. Hein. Bon, maintenant tout le monde parle un peu de offrir. J'ai vu la CAQ, j'ai vu les libéraux parler de beaucoup d'argent qu'on met là-dedans. Mais écoutez, je pense qu'il faut qu'on apprenne à ne plus trop pinailler sur les montants d'argent. Il faut travailler sur la qualité. Quelle est la qualité et quel programme les gens se donnent pour que concrètement les personnes qui sont prises en charge puissent sentir que j'ai un léger mieux-être depuis que je suis rentré dans le système de la prise en charge. Ce n'est pas tout de balancer les chiffres, on va mettre 12 milliards dans le machin, mais comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez orienter cet argent-là dans les organismes communautaires qui sont au contact direct de ces personnes-là et qui malheureusement souffrent d'un sous-financement aujourd'hui. Donc je pense quand même que s'il y a l'argent à mettre là-dedans, il faut que cet argent-là soit clair, visible et qu'on sache que ça a été affecté à des tâches concrètes pour aider ceux qui aident déjà et aider surtout ces organisations humanitaires qui sont des organisations formidables. Parce que malheureusement, on le voit justement, les gens qui sont en travail social, qui sont en assistance à domicile, salut Anso,
souvent, c'est malheureux, mais ces gens-là souffrent là, présentement. Là. C'est-à-dire qu'ils sont sous-payés, c'est-à-dire qu'ils ont des horaires qui n'ont pas de bon sens. En fait, oui, actuellement, on est dans les travailleurs qui ont le plus d'arrêts maladie parce que les gens, en fait, qui vont en travail social, c'est pour aider les humains. Sauf que actuellement, dans les CIUS, on se retrouve pris au piège dans une structure qui est trop grosse pour nous. On n'a plus de liberté d'intervention. En fait, ils n'ont pas injecté de l'argent, ils ont coupé dans les services sociaux. Effectivement, ce qui est une tragédie, là, notamment. Une surcharge de travail, on essaie de répondre convenablement et de façon de qualité à ces personnes-là de la population, mais malheureusement, ce qui est valorisé, c'est la quantité et les statistiques. Voilà, et non, parce que voilà, mais merci de l'avoir dit comme ça, parce que c'est exactement ce qui se passe. Puis c'est concret, c'est directement, tu sais, tu l'as dit, là, OK? Puis moi, je regarde ma mère, là, puis ma mère est encore parfaitement autonome. C'est une femme qui est super en shape. Mais tu sais, je me projette dans le futur, dans 15 ans, dans 20 ans. Quels soins elle va recevoir, c'est tellement important, c'est tellement humain. On doit pas, tu parlais de qualité, puis de quantité, puis de production. Là, attends un peu, là, on n'est pas sur une ligne de montage. Là, là on est avec nos humains qui nous ont aidés à bâtir le Québec qu'on a présentement, puis dans lequel on est bien. Donc, faut prendre soin de ces gens-là. Puis là-dessus, je pense pas avoir vu d'autres partis m'offrir quelque chose d'aussi intéressant que ce que Québec solidaire essaie de mettre en place. Puis, tu sais, les gens qui travaillent dans ces domaines-là, c'est des gens qui sont humains, c'est des gens qui sont vrais, des gens qui... Tu sais, c'est des gens qui veulent s'investir pour le faire. Puis, tu sais, tu me regardes, moi, mettons, j'ai beau avoir tout le vouloir au monde, mais m'occuper d'une personne âgée, j'aurais de la difficulté à le faire. C'est que quelqu'un qui le fait doit être reconnu à sa juste valeur. Oui, Chico. Ben, tu sais, sincèrement, on peut... C'est pas les moyens qui manquent. C'est pas les moyens... c'est pas l'intelligence qui manque, ce n'est pas les moyens financiers qui manquent, c'est pas l'inventivité et l'innovation qui manquent. Les personnes qui veulent vieillir chez elles, là, mais ça peut se faire même si avec un degré assez élevé de dépendance. Pourquoi? Parce que moi je viens de la France aussi, il faut s'inspirer aussi des expériences des autres. Tout à fait. L'expérience de la France, l'expérience des pays scandinaves surtout. Oui, parce que souvent on s'en sert comme modèle. Ben oui, la Scandinavie, ça sert de modèle et surtout, comment est-ce que les choses... La Scandinavie, c'est pas des pays socialistes, hein? C'est des pays capitalistes avec... voilà. Mais comment se fait-il que dans des pays capitalistes, on arrive à prendre en charge complètement et de façon optimale des gens qui sont dans des difficultés? Et dans le Canada, dans les États-Unis, les pays capitalistes aussi, on trouve que non, il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, il y a quand même un manque de volonté. Je vais vous dire rapidement, là, pour les personnes qui veulent vieillir chez elles. Mais il faut dire aussi que quand la situation, le maintien à domicile n'est pas tenable et qu'il y a des indices objectifs qui sont là on va en institution. Et c'est à ce moment-là, c'est en institution qu'il faudra imprimer un comportement, une éthique professionnelle irréprochable. Et ça, on peut le faire. Oui. Vous voyez? Oui, on peut prendre aussi bien en charge les personnes dans les institutions. Donc, on va revenir sur la ligne du temps parce que là, on est en... Ah ouais? Revenons... Non, pas du tout. Au contraire, c'est extrêmement intéressant. Revenons sur la ligne du temps. Vous vous en venez du côté de l'Amérique. De l'Amérique, voilà. Ça c'est un bon truc. En fait, bon, je suis resté en France. Après un doctorat, avec un doctorat qui était... En fait, dans la soutenance, ma soutenance a duré quand même 5 heures, avec 2 pauses. Donc, c'était quand même une soutenance très, très, très forte. Très forte, avec près 3 tomes de bouquins, là. Okay. Donc, on a dit que c'était une thèse comme on ne les fait plus, parce que c'était trop fouillé, qu'on n'avait jamais fait un travail comme ça, ni en France, ni en Europe. Okay. Et j'étais bien content, parce que l'approche que j'avais adoptée, c'était une approche interactionniste, c'est-à-dire que la personne qui vieillit, et tout le monde autour, y compris les institutions, y compris la famille, y compris les professionnels, les médecins, tout ça. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés. Vous voyez? Alors, donc, c'est une thèse qui a obtenu, évidemment, la mention la plus élevée, avec la félicitation du jury à la majorité. Donc, voilà, j'étais bien fier de ce travail-là. Tout à fait, avec toutes les raisons du monde. Voilà, tout à fait, que c'est une thèse qui allait faire date. Mais maintenant, je suis quand même resté dans une certaine souffrance à l'université en France. C'est-à-dire que je n'avais pas un poste fixe. Alors que, après ma thèse, on me dit, mais cette thèse fera
date. Mais je suis resté un peu dans cette précarité universitaire, à rester un peu vacataire, c'était chargé de cours tout le temps. Et puis en 2003, à la faveur d'une conférence qu'on a eue en Espagne, à Murcie en Espagne, pas loin de Carthagène, j'ai rencontré un grand sociologue américain, Howard Baker. Okay. Howard Baker, qui m'a accordé 30 minutes à Murcie en Espagne, et qui m'a dit, c'était tellement intéressant, qui m'a dit, mais écoute Georges, on était en septembre, il m'a dit, Georges, je serai à Paris tout le mois d'octobre. Si tu veux qu'on continue ces discussions, alors tu me tiens au courant. Il est venu à Paris en octobre, je l'ai recontacté, j'en ai parlé à mon ancien directeur de thèse qui était intéressé, donc on a rencontré ce professeur, le grand professeur Howard Baker à Paris pendant 2 heures. On a enregistré l'entrevue et on a utilisé ça pour nos étudiants de première année. Il m'a dit, mais écoute, si vous venez à San Francisco, venez me dire bonjour. Vous voyez un peu l'affiliation des idées. Effectivement. Et on était en 2003, et puis en 2004, en fait, comme dans le réseau de recherche où on était en France, autour de Madame Anne-Marie Guillemard, qui est une grande sociologue spécialisée dans le vieillissement, avec qui j'ai fait mes travaux de recherche depuis la maîtrise, il y avait beaucoup de Québécois qui venaient aussi. On était dans le même réseau. Donc, je connaissais pas mal de Québécois, entre autres Marie Beaulieu, qui est professeure à Sherbrooke, et pas mal d'autres, André Sévigny, pas mal de personnes. Et puis, en 2004, en fait, Marie Beaulieu me dit, mais écoute, Georges, tu as fini ton doctorat, viens quand même, j'étais en coup d'œil ici. Donc, en décembre, je suis venu pour la première fois au Québec. Donc, décembre 2004. Voilà. Je suis allé voir Marie Beaulieu à Sherbrooke. On a eu tout un après-midi à travailler ensemble et je devais faire un post-doctorat avec elle. Okay. Et quand je repars à Paris, j'envoie mon dossier. Malheureusement, le dossier, j'avais envoyé dans un format qu'ils n'ont pas pu ouvrir le jour 2, qui devait se retrouver pour finalement choisir la personne pour ce post-doctorat. Elle m'appelle en catastrophe, mais j'étais pas à Paris, donc je pouvais pas lui renvoyer le dossier. Vous voyez? Oui. Et du coup, on a mis ça à la trappe. Donc, j'ai raté cette belle opportunité de venir faire mon post-doctorat à Sherbrooke. Et puis, après, c'est une occasion ratée. On est passé en 2005. Et puis, 2005, je me suis dit, mais écoute, je vais aller aux États-Unis parce que j'avais rencontré Howard Baker en 2003. Oui. Je prends mon sac au dos, je mets à ma femme, écoute, je vais aux États-Unis. Elle m'a dit, mais ah bon? On dort, on se lève comme ça, on va aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, écoute, oui, je vais, voilà, il y a ça. Bon, je prends et je vais aux États-Unis tranquillement avec mon sac au dos pour 2 semaines, rencontrer comme ça Howard Baker et d'autres personnes, évidemment. Et puis le séjour de 2 semaines, j'imagine. De 2 semaines, je suis resté en fait 1 mois et demi finalement. OK. Hey, savez-vous quoi? On s'en va en pause, on revient encore une fois avec M. Goma, c'est super intéressant. Voilà. Je vous remercie d'ailleurs du temps que vous nous offrez aujourd'hui. On s'en va en pause puis on revient. Chico Show. Vous écoutez le Chico Show. À 33 tours à l'heure, c'est une capsule temporelle qui flotte et navigue dans l'espace à travers les étoiles d'hier. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. À 33 tours à l'heure, maintenant au crépuscule, tous les dimanches, dès 18h. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation, des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. Vous le savez déjà, je vous l'ai dit, le RINA Saint-Romuald vous propose maintenant un nouveau menu. Nouveau. Pour tous les goûts et budgets et surtout toujours délicieux à souhait. Après tout, ça reste un RINA. Nathalie et Jean se feront un plaisir de vous préparer de savoureuses boissons et cocktails. D'ailleurs, mentionnez CJMD sur place et on vous offre un verre gratuit à notre santé. Yaman, mais c'est seulement à un seul endroit. Au RINA Saint-Romuald, 950 La Concorde. Tu veux un tatouage sur la coche fait par des pros qui vont créer un design unique que tu ne retrouveras nulle part ailleurs? Pas besoin d'aller loin. Va faire un tour chez Jody Tattoo à Lévis. Jody Tattoo. Des tatoueurs cumulant plus de 20 ans d'expérience. Pour une création directement sortie de ton imaginaire ou une reproduction fidèle, la gang de Jody Tattoo peut tout faire. Style DC Comics, New School, réalisme, néo-trad et encore plus.
Couleur ou noir et blanc, Jody Tattoo, c'est satisfaction garantie. 5667 rue Saint-Georges à Lévis. 88 833 8333. Maxiform, un gym vraiment complet. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. C'est les meilleurs gyms. 5 succursales. Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Québec et Sainte-Foy. Non seulement vous profitez de 100 $ de rabais sur l'abonnement annuel, mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre. Être en forme et en santé, c'est abordable chez Maxiform. Fini les excuses. Pour info, Maxiform.com. Maxiform.com. Agence Sécurité Accès est à la recherche urgente d'agents de sécurité. Salaire concurrentiel, conditions avantageuses. Sécurité Accès attend votre candidature. Envoyez votre CV à www.sécuritéaccès.com ou appelez au 88 838 8804 avant 18h. 88 838 8804. Sécuritéaccès.com. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984-3680. Durant le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Lévis, obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf Sportwagen, Tiguan et Passat ou 4000 $ de rabais au comptant sur la Passat. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radio. Parle au nom du petit peuple, je suis un phénomène, un mauvais modèle, je suis un phénomène. L'alternative musicale. Arrête de trancher descendre, on n'a plus de munitions. Passe-moi la radio. Allô, 96.9, vite, rappliquez, on n'a plus de matériel. Nous avons besoin de renfort, mais soutien aérien maintenant. J'ai un 96.9. Je toasté par en bord, grosse semaine. Hey, c'est mon vieux toaster. Il clenche plus. Il clenche plus. Chico Show. Avec Chico Diro. To the sound of a heartbeat pounding away. Eh bien, imaginez-vous donc que nos discussions animées se poursuivent même durant les pauses publicitaires. Donc, nous sommes toujours avec Monsieur Georges Goma, candidat de Lévis pour Québec solidaire, aussi connu sous le nom de QS. Voilà. Québec solidaire, on a d'ailleurs vu vos pancartes en s'en venant ici vers le studio aussi. Il y a une pub qui roule en boucle sur notre station, qui justement fait mention de Québec solidaire. Monsieur Goma, on s'en va aux États-Unis, à San Francisco. Oui. Et puis, on va rencontrer M. Howard. Oui. Bah alors, déjà, en 2005, quand je pars, là, j'arrive à San Francisco. J'étais pour 2 semaines. Je suis resté 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, j'ai voyagé avec une dame, une noire américaine. Et on fait la route, on passe par Chicago, on atterrit à San Francisco. Il me demande, mais tu vas aller habiter où? Mais j'ai pris une petite 2 semaines dans une auberge de jeunesse et tout ça là. Moi, je dis, mais écoutez, attendez, je vais appeler mon mari pour voir si vous pouvez pas venir habiter chez nous. OK. Comme ça, je dis, ok, d'accord. Voilà Sim Young, si elle nous entend aux États-Unis. Voilà Sim Young. Elle appelle son mari. Il dit, mais écoute, cher gentleman, là, Georges Goma, machin. Est-ce qu'il peut pas venir? C'est vraiment un monsieur très, très bien. Tout d'un coup, monsieur, il n'y a pas de problème. Il peut venir à la maison. Donc, elle sort et dit, George, come with us. You know? Et puis, je vais chez elle. De la belle hospitalité californienne. La belle hospitalité. Et puis, ben voilà, donc finalement, je suis pas allé à l'auberge, je suis allé chez elle et son mari, et on me montre ma chambre. Et quand je rentre dans ma chambre, vous savez, les Américains ont une façon de comment dire, d'ameubler leur maison, là. Oui. Les chambres, c'était trop beau, mais c'était un lit de prince, ça. OK. Un lit de prince. Et il y a beaucoup de coussins autour. On connaît un prince à New York, mais là, on avait un prince en Californie. En Californie.
nuit. Et puis, ben, je me faisais quand même un peu villageois, là, quand même, hein. Et parce que quand je me couchais, eh ben, j'étais en coup d'œil et je n'avais pas enlevé les coussins autour. Il dit que non, Georges, tu peux enlever les coussins. En fait, ça, le matin, quand tu fais ton lit, tu remets ça, tu gazes l'été d'oreiller. Ah bon, ben, écoute, excuse ma villageoiserie, hein. Et puis, ben, donc, ils m'ont bien accueilli. Et je suis resté un mois. Et demi avec eux, et puis ils m'ont emmené à Las Vegas à leurs frais. Wow. Et puis ben c'est incroyable, mais j'ai fait mon travail à moi parce que j'étais en mission commandée quand même, hein. Oui. J'ai vu Howard Baker par coup de vent parce qu'il est très âgé, très âgé, il avait des procédures médicales à faire, donc on n'a pas pu se rencontrer. Mais le travail que j'ai fait, c'était de sillonner dans toutes les universités de la place de San Francisco. Tu vois, partout je me présente. J'allais au département de français parce que je savais que j'allais parler le français. Et j'allais au département de sociologie parce que je savais que j'allais baragouiner mon anglais qui était très... À ce moment-là, on avait un anglais de base. Là. On n'était pas bilingue. Non, on n'était pas bilingue. On n'était pas 5 langues. C'est quelqu'un C'est ça. On était... Voilà. Et puis, ben, les gens m'ont bien accueilli. Ils sont très sympas. Surtout quand vous venez de quelque part. Il y a un peu d'exotisme aussi. Hein? Et puis, ben, ils ont trouvé que j'étais quand même assez chic. J'aimais bien m'habiller. Donc, en fait, habillé assez correctement. Et ils ont tout de suite constaté que c'était un type d'ici. Donc, il y a cette sympathie aussi qui a roulé pour moi. Et puis les gens me donnaient des petites cartes et ils étaient bien contents de causer avec moi. Et pour faire court, en fait, je suis parti après un mois et demi avec plein de cartes de visite dans ma poche. Et puis, ma foi, quand je suis arrivé, un an jour pour jour, parce que je reviens en juillet 2005, en juillet 2006, figurez-vous, on me relance. Il y a une université qui me relance. Monsieur Goma, on a aimé votre présence. Votre présence. Est-ce que ça vous plairait de passer une année de lectureship ici en tant que professeur visiteur? Oh, donc, on devient professeur aux États-Unis. Wow. Absolument. Et puis, je dis, mais écoutez, quand ils m'ont dit ça, ils m'ont précisé que vous allez enseigner en anglais. Tout de suite, j'ai dit oui. Et c'est après que je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais attends, mais comment je vais faire pour aller enseigner aux États-Unis en anglais? En anglais? Mais je suis devenu un fou, moi, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, consolé avec une chose. Je me suis dit, bon, écoute, il y a une certitude. La certitude que si je réussis pas, personne ne me tuera. Effectivement, il n'y aura pas de mort. Cette certitude-là, je reviendrai peut-être la queue entre les jambes, comme on le dit, mais personne ne me tuera. Alors j'y vais. Je suis allé aux États-Unis avec ça et je suis parti. J'ai pris l'avion de Paris le 15 août 2006. Et la rentrée, c'était le 1er septembre. Donc, j'arrive le 15, évidemment, l'université est fermée. Et le 1er septembre, je vais à l'université. Et puis, on m'accueille très chaleureusement. Et puis on me montre ma maison. Il m'avait même une chambre, un appartement au sein de l'université. Wow. Ah ben oui. J'étais donc logé au sein de l'université. Et puis à ce moment-là, est-ce que votre femme a fait le voyage? Ah non. Ah, c'est un bon passage parce que quand ils ont fait les papiers, ils ont fait pour toute la famille. Toute la famille. Hein? Donc ils ont envoyé tous les documents pour toute la famille. On a pris les visas pour toute la famille aussi. Mais quand même, on s'est interrogé. On dit, mais c'est pas prudent d'aller tout le monde là. Tu vas, tu sais pas si tu vas réussir, tu vas enseigner en anglais. Ma femme avait un emploi permanent, les enfants étaient à l'école. Donc c'est un gros risque. C'est quand même un risque. Oui. Alors la solution de sagesse, c'était que ma femme a dit, mais écoute, vas-y, si tu réussis, eh ben, nous te suivons. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Donc je pars et puis bon, ma famille vient me voir pour la première fois pendant les congés de Pâques de 2007. Donc tout le monde est venu, il y avait des papiers et tout cela. Donc voilà un peu cette aventure. Mais ce qui est plus important quand même, je commence à enseigner. Alors c'est là où c'était vraiment la première réunion avec mon chef de département, c'est qu'il m'a dit, mais écoute Georges, ça va être dur pour toi parce que les étudiants ne nous loupent pas ici. Ils évaluent les professeurs et tout cela. Donc je te dis déjà ces choses-là pour te dire que ce sera difficile pour toi. Bon, moi je dis, mais oui, j'accepte la difficulté. J'ai accepté cette difficulté, j'ai travaillé fort, je dormais tous les jours 4 heures, parce qu'il fallait chaque fois 3 cours par trimestre. J'avais 3 cours en sociologie et en travail social. Et donc, il fallait que chaque fois que je préparais un cours, c'est comme si je préparais une soutenance de thèse. Il y a des amis qui m'ont aidé quand même à faire mes syllabus, parce que là-bas, le syllabus, c'est un élément très important. Le premier jour, il faut que les étudiants aient le syllabus, il faut qu'ils sachent où est-ce que tu vas les emmener, tout doit être clair. Et le syllabus, c'est un document quand même de 10 à 15 pages. Donc, il fallait le remplir. Et j'ai fait ça,
Et j'ai travaillé dur. Et tout ça dans une langue que vous ne maîtrisiez pas? Absolument, absolument. Parce que avec les étudiants qui sont aussi tolérants aussi, certains, il y a d'autres qui ont été très très durs. Parce que j'ai dit, mais écoutez, voilà. Mais il y a des étudiants qui m'ont beaucoup soutenu. Attendez, ceux qui se plaignent là, la barrière de la langue, mais vous voyez très bien que quand il s'exprime, on sent qu'il connaît bien sa discipline. C'est ça. Maintenant, il s'efforce aussi d'expliquer des choses, d'écrire au tableau et tout cela. Mais en plus, il pèse 5 langues, vous n'en pèsez qu'une. Donc il y a certains étudiants qui faisaient la morale à d'autres étudiants qui se plaignaient un peu de la barrière de la langue. Et puis la langue, vous m'avez dit, tantôt on en parlait un peu en dehors des ondes, de la façon dont vous avez essayé d'assimiler la langue. Je me suis donné des méthodes personnelles. C'est de dormir parfois, dormir très souvent avec la radio ou la télévision allumée. Donc quand vous dormez, vous ne savez plus si vous rêvez ou bien vous écoutez la radio ou la télévision. Tout ce télescope dans votre tête. Et le psychologue m'a bien expliqué que ça t'a beaucoup aidé parce que ça permet d'intérioriser les sonorités anglaises. Et puis aussi, quand je regardais la télévision, mais je regarde les journaux, mais je ne comprends rien. Je vois les images, mais je ne comprends rien. Tu vois? Donc, c'est le processus d'acquisition de la langue. Et quand j'ai commencé à bien comprendre, 4 ou 5 mois après, c'était bon. Et l'autre chose que j'ai faite, c'était de chanter. Je chantais les tubes américains qu'on connaissait. Par exemple, j'écrivais les paroles, les lyrics. J'écrivais sur des feuilles, je froisse, je jette. J'écris, je froisse, je jette. Donc, ça vous permet d'intérioriser les choses. Et puis, je chante. Je chante faux, mais j'avais le plaisir de chanter. Vous voyez? Et puis, voilà, si vous avez les oreilles pour supporter un peu, je peux faire un petit exemple. Là. Vous nous feriez l'honneur de nous faire un petit exemple. Absolument, pour 2 minutes. Allez-y. Mais par exemple, une chanson, Bobby Maggie and Me. C'est une chanson qui a été chantée par Janis Joplin. Oh, c'est dommage que notre amie Cynthia soit plus là. Partie, exactement. Et vous savez qu'elle est morte d'une cure d'overdose, dans la même période que Jimi Hendrix. C'était les psychédéliques à l'époque, et c'est une très très bonne chanteuse. Alors je vais essayer. Ne rigolez surtout. Non, on vous laisse le micro. Ça prend du courage. Bassett flat in Baton Rouge, waiting for a train. When I was feeling as faded as my jeans, Bobby found the diesel down just before it rained. He rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon at my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sing the blues. Windshield rapper slapping time as hold Bobby hand in my. We sing every song that driver knew. Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing. That all Bobby left me. Yeah. One day up near Selena, oh Lord, I let him slip away. He was looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom, just another word for nothing left to lose. Nothing. That all Bobby left me. Yeah, le dernier strophe. One day up near Selena, oh Lord, I let him slip away. He was looking for that home, and I hope he finds it. I trade all my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Voilà à peu près ce que je veux dire. Merci, Monsieur Gama. Wow! Yeah. Excellent, excellent. Puis c'est le fun de voir, justement. Puis j'ai pas peur de le dire, vous avez un bien meilleur français que Pauline Marois. Oh non, mesure pas. Un meilleur anglais que Pauline Marois, oui. Elle va se fâcher, Pauline. Non. Donc, vous passez combien de temps exactement en Californie? Alors, je passe finalement à l'issue de ce premier trimestre qui était un trimestre très très chaud. Vous voyez 3 cours à enseigner en anglais. Et l'anecdote, c'est parfois quand je disais un cours sur la criminalité, je disais It's a crime, it's a crime. Et les étudiants se regardent et disent What he say? Qu'est-ce qu'il dit? It's a crime. Et je vais écrire au tableau Oh, crime. C'est dans la façon. Ok, d'accord. Et puis je leur avais dit chaque fois que je fais une erreur,
rigoler sur ma tranche. Ça va m'aider. Et ce qu'ils ont fait, donc on a instauré un climat bon enfant. Donc c'était un climat très très agréable qu'on avait instauré. Et puis à un moment quand je disais par exemple it's a criminal, what you say, et j'écris au tableau, criminal. Vous voyez un peu les nuances. Exactement. C'est pas crime, c'est crime. Mais c'est pas criminal, mais c'est criminal. Exactement. Tu vois, il y avait des nuances comme ça. Et du coup, j'ai vraiment avancé. Et en février, quand on publie les évaluations des étudiants. Oui. Alors là, j'étais surpris. Déjà, je ne savais pas comment ça se faisait. Un collègue qui passe devant mon bureau, qui s'arrête, me dit, "Oh, George, how are you doing?" "No, I'm doing great. How are you?" "I'm fine." Et puis, il me dit, "Alors, qu'est-ce que les étudiants disent sur toi?" On dit, "Je ne sais pas, mais tu as fait des évaluations?" Oui, je ne sais pas où ça y est." Écoute, va sur le site." "Ah bon? Ça y est sur le site?" Alors, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Et puis, mon copain, il est parti. J'ai fermé mon bureau à double tour. Je tremblais comme une feuille pour voir un peu ce que les étudiants avaient raconté sur moi, quoi, avec toutes les bêtises que j'avais fait. Enfin, bêtises entre guillemets, ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'ouvre, je vais sur mon nom, je tape. Mais je n'étais pas aussi nul que ça. J'avais un GPA de 2.8 sur 4. Oh, 2.8 sur 4. Donc, c'est quand même une bonne note d'appréciation. Non, c'était une bonne note d'appréciation. Et quand je vais jeter un coup d'œil, parce que la petite pente naturelle, le petit vilain côté des êtres humains, c'est de vouloir aller voir sur les autres aussi. Oui. Je l'ai fait. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Américains qui étaient là déjà, qui étaient en dessous de moi. Et puis, dans les commentaires, évidemment, il y a un qui était très méchant. Il me dit, mais celui-là n'est pas pour longtemps ici. On va le chasser là, parce avec cet anglais-là. Et il y a beaucoup qui ont dit plutôt, non, it's an outstanding professor. There is a language barrier, but it's an outstanding professor. Tu vois? Et donc, ça m'a beaucoup encouragé. Et finalement, j'étais pas mal. Et le trimestre après, je me suis perfectionné. Ils m'ont demandé, parce que c'était une année d'abord. Donc, je me disais, mais à la fin de l'année, c'est sûr que ils vont pas renouveler mon contrat. Mais curieusement, pendant l'été, la petite session d'été, le chef des départements m'a dit, est-ce que tu veux travailler l'été? Il m'a dit, oui, je vais travailler, absolument. Ah, tu veux pas repartir en France voir ta famille? Non, je vais travailler. Alors, on m'a encore inscrit pour l'été. Et puis à la fin, ça s'était tellement bien passé qu'ils m'ont renouvelé la deuxième année. Ils ont renouvelé la troisième année. Et de la troisième en quatrième année, ils m'ont demandé s'ils voulaient qu'on change mon statut. Donc, passer de G1 visa, c'est-à-dire professeur visiteur, à un professeur qui devait rester là en permanence. On m'a dit, mais c'était le bonheur, ça. C'était le bonheur. Et puis, mais ma foi, quand ils ont changé, donc je suis passé de G1 visa à H1B. Donc, je devais rester 3 ans sous H1B avant de demander la carte verte. Ou si l'université pouvait anticiper les choses, après 1 an sous H1B, l'université demandait la carte verte pour moi. C'est une belle perspective où j'envisageais faire venir ma famille définitivement maintenant. Wow. Mais malheureusement, c'est quand on me change. Vous savez qu'il y a eu la crise de 2008, des subprimes. La crise économique. On est une université d'État et on a eu des coupes budgétaires qui ont fait que finalement, 30 professeurs ont été mis à la porte parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et c'est ça qui a fait que finalement, je pense venir au Canada et pas forcément repartir en France, mais je suis reparti en France pour une année. Et pendant l'année que je suis reparti en France, pour déposer mon dossier à l'ambassade du Canada pour l'immigration permanente ici, parce que j'étais parti là-bas, j'ai eu des réunions avec eux, ils m'ont dit, mais monsieur Goma, avec votre parcours au Canada, vous serez bien. Ah, ça c'est le genre de personne, en plus votre femme, elle est ingénieure et tout cela, vos enfants, donc on a eu beaucoup de points là-dessus. Donc on était qualifiés pour venir ici, il fallait attendre 1 an, et pendant cette année, j'ai enseigné en école de commerce, parce qu'ils ont vu que je venais des États-Unis avec une nouvelle langue, et puis pendant une année, j'ai enseigné en école de commerce. Donc vous avant êtes de venir parti ici au Canada. Exact. Vous êtes arrivé au Canada en 2011. Ça fait seulement 7 ans que vous êtes ici, quand même. Exactement. Mais c'est incroyable de voir le parcours que vous avez eu. Puis là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est de la façon dont on pondère les professeurs. Les étudiants doivent noter leurs professeurs. Puis je trouve que c'est un beau concept qu'on aurait peut-être intérêt justement à implanter ici. Ça se passe ici aussi. Les étudiants, on a aussi des évaluations pour les professeurs. Universitaires ou à tous les niveaux. À tous les niveaux, au cégep et machin. Oui, c'est ça. Il y a une partie chiffrée, c'est-à-dire que c'est des chiffres, et puis il y a une partie où ils font des commentaires. Non, ça existe ici aussi. En tout cas, ça devait pas exister en 2003 quand j'étais au secondaire, parce que ceux qu'on avait n'étaient pas fameux. C'est ça. Monsieur Goma, on parle de votre vie au Québec, on parle un peu de votre parti Québec solidaire. Voilà. Tout de suite après la pause, on vous revient à l'antenne de CGMD 96.9. Vous écoutez le Chico Show.
96.9 Lévis. Maxiform, un gym vraiment complet. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. C'est les meilleurs gyms. 5 succursales. Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Québec et Sainte-Foy. Non seulement vous profitez de 100 $ de rabais sur l'abonnement annuel, mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre. Être en forme et en santé, c'est abordable chez Maxiform. Fini les excuses. Pour info, maxiform.com. Maxiform.com. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984-3680. Le vote d'un collectionneur d'art ou d'un éboueur ou encore celui d'une prof de yoga. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Le vote d'une dentiste ou d'un ébéniste ou encore celui d'une haltérophile. Aucune différence. Tous les votes sont importants. Le 1er octobre, à vous de voter. Un message d'Élection Québec. Le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous-traitants, particulièrement dans la dénonciation en règle des contrats de construction. Plusieurs entrepreneurs ne dénoncent pas leurs contrats ou le font inadéquatement. Ça peut coûter cher. Une dénonciation mal faite équivaut à une perte de vos droits en cas de recouvrement pour hypothèque légale. Ainsi, vous perdrez la chance d'inscrire votre hypothèque légale de la construction et d'en avoir les bénéfices pour recouvrir votre argent. Nous sommes les spécialistes pour vos dénonciations. Contactez-nous. Protégez votre entreprise de construction. Groupe HCQ.com. Hoes in the bikini, telling what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa, hoes in the bikini, telling what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa, go! Soir, quand je suis triste, je lui mange le clitoris jusqu'à temps que le jus vide. Ma ménagère partie ailleurs. Maintenant j'avoue rien qu'en poster. Depuis Cindy que tu m'as quitté. Depuis Cindy tu m'as quitté. Ben j'suis obligé de me masturber. In the bikini, tell you what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa, hoes in the bikini, tell you what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa, hoes in the bikini, tell you what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa, hoes in the bikini, tell you what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa, hoes in the bikini, tell you what the way to be. Hoes in the bikini, whoa, whoa. Vous êtes un entrepreneur en plein démarrage d'entreprise ou en quête de développement. Consolidez vos relations en devenant membre du plus grand réseau d'affaires dans Chaudière-Appalaches, la Chambre de commerce de Lévis. Avec plus de 1000 membres et 50 activités annuelles, les occasions de créer de nouveaux contacts sont infinies. S'ajoute à ça, nos nouveautés de cette année, le réseautage en entreprise, les événements sportifs et les activités entre chambres de commerce de la région. Vous êtes prêts à développer vos affaires avec le soutien des acteurs influents de la communauté économique de Lévis? La Chambre de commerce de Lévis vous attend. Info au cclévis.ca. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio. J'ai jamais été capable de faire mon spectacle. À rien. 96.9, talk, rock and hip-hop. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9. Le Chico Show. Vous écoutez Chico Show.
Vous êtes toujours à l'antenne de CJMD 96.9. Chico au micro vert. Monsieur Georges Goma au micro jaune, Anne-Sophie au micro bleu et Rémi au micro rouge. Hey. Donc, Monsieur Goma, qui est, on le rappelle, candidat pour Québec solidaire ici à Lévis. Donc, il va s'attaquer directement aux enjeux, à vos enjeux, les enjeux locaux. Monsieur Goma, donc, on faisait un peu votre parcours. Ça nous amène en 2010, 2011? 2011, quand je viens m'installer maintenant ici au Québec. Exact. À ce moment-là, est-ce que vous déménagez avec votre famille? Oui. Puis la démarche, elle était familiale. Et puis, comme je vous l'ai dit tantôt, rapidement, en fait, il nous restait une étape. C'était la visite médicale. Donc, au juillet 2011, on nous dit que ça y est, c'est bon. Donc, il reste la visite médicale. Mais comme ma femme a été embauchée depuis Paris par une entreprise, la CGI, alors, on nous a proposé de rentrer ici au Québec avec un permis de travail et un permis d'études pour les enfants. Wow. Comme ça, on vient attendre la visite médicale ici. Et quand on a la visite médicale, on nous donne les papiers pour la résidence permanente. C'est très, très simple. Hein? Voilà, très simple. Et c'est ce qu'on a fait quand on est arrivé. Et puis, quelques temps après, on nous a invités pour la visite médicale à Montréal et on a fait la visite médicale et puis on est allé faire le tour du poteau à Jackman. C'est-à-dire le tour du poteau, c'est quand vous avez ces documents-là, il faut sortir du pays et rentrer. Arrêtez donc! Oui. Ils appellent ça le tour du poteau. Okay. Parce que quand on est résident permanent, il faut rentrer à la frontière avec le papier de la résidence permanente. Pour le reconnaître. Le reconnaître. Donc, ils connaissent, ça se fait légalement. Donc, on est à Jackman, on a fait le tour du poteau. Et puis, vous êtes revenus. Les Américains nous ont... Voilà, un U-turn. Les Américains nous ont frappé les documents qu'il fallait. Et c'est comme si on venait des États-Unis pour rentrer au Canada. Wow. Et puis, on est rentré, on a fait les papiers, on devient résident permanent. Et puis, il fallait attendre 1073 jours pour demander la citoyenneté. Okay, donc, 3 ans sous la résidence permanente. Et puis là, c'est passé. Et on a demandé la citoyenneté. Et on est citoyen depuis un certain temps. Donc, vous êtes Congolais, Français, Québécois? Je suis Congolais, Français et Canadien. OK. Voilà. Wow. J'ai mon fils, Pierre-Michel, par exemple, qui est né aux États-Unis. Lui, il est Congolais, il est Camerounais, sa mère est camerounaise, il est Français, il est Américain, il est Canadien. Wow! Donc lui, le monde s'ouvre devant lui. Voilà, devant lui, c'est un cocktail de nationalité. Et puis, ici au Québec, en 2011-2012, c'est quel emploi que vous occupez? Écoutez, je suis venu, voilà. En fait, j'étais rapidement à Québec. Je savais qu'on devait s'installer ici. J'ai accompagné ma fille qui devait faire ses études également. Et je suis venu à Québec rapidement, rencontrer des gens à l'université. J'ai fait ici à l'université Laval? À Laval, surtout, voilà, tout à fait. Je suis reparti quand même très content, comme un pape. Quand le pape est content, ça se voit. Parce que j'avais fait des bonnes relations. Et puis, quand je viens quand même pour m'installer, il y avait des postes qui étaient ouverts, mais c'est pas facile. On vient pas comme ça et puis avoir des postes, c'est très, très difficile pour tout le monde. Et puis, et en tout temps, il y a ma femme qui travaillait seulement. C'était quand même très difficile pour un salaire et tout ce monde-là. Et puis, j'ai travaillé quand même en attendant. En février, je suis allé à Garneau. Garneau, où quelqu'un m'a dit, mais écoute, à Garneau, il y a un poste là qui est ouvert. J'ai eu le message il y a 2 semaines. Va. Et je vais là-bas, je vois la personne qui me demande si je peux faire l'entrevue demain. Je viens faire l'entrevue. Ils me disent que ça s'est bien passé. On était en février, là. Ça s'est bien passé. Mais on peut pas vous prendre parce qu'ils avaient déjà passé une personne qui avait déjà fait des recherches chez les Inuits et tout cela. Ils m'ont dit, mais on garde votre... on garde votre nom, c'est exact. On vous appelle. Et en tout temps, il faut faire quelque chose. Et j'ai distribué le pain chez la mère Michel. Le matin, oui. Ah oui? Le matin, je sortais à 4h du matin. C'est la mère Michel? La mère Michel, oui. Qui a perdu son chat? Je sais pas. Je me levais à 4h du matin et puis j'allais faire la ronde. Je connaissais pas la ville, donc quelqu'un qui m'a initié pendant une semaine. J'avais des points de repère, passer par-ci, par-là. Mais attendez, là, on avait un docteur en sociologie qui a donné des cours à San Francisco, un peu partout dans le monde, en France. Et puis, cet homme-là distribuait du pain.
Ben oui, absolument. On est esti de problème. C'est pour vous dire que non, mais il y a des parcours qui sont très, très difficiles. Et bon, il fallait faire quelque chose quand même. Il fallait chauffer la marmite, quoi. Oui, non, effectivement, des enfants. Soit dit en passant, on avait mis les enfants à l'école privée quand même à Stanislas pour un peu la bonne insertion. On s'est dit, mais entre le programme français. Mais comme vous avez eu une bonne éducation, vous vouliez un peu descendre ça à mes enfants, voilà, c'est ça. Donc, ma fille était à Stanislas à Montréal, mes 2 enfants à Stanislas ici. Tout ça, ça se paye, quoi. Oui. Et puis, bon, parfois, quand on faisait les choses en France, on nous avait tellement valorisé que vous serez bien au Canada. Et quand on vient, on se dit, mais on est attendu. On est attendu. Oui. Et c'est comme si on arrivait à Trudeau, la limousine vous attend. Et vous arrivez à Trudeau, personne ne vous attend. Non. Il n'y a pas de limousine. Effectivement. Et puis, vous vous débrouillez. Et puis, on se rend compte quand même que la facilité qu'on pensait, mais ce n'est pas du tout cette facilité-là. Et puis, ma foi, j'ai distribué mon pain avec la mère Michel jusqu'à peu près au mois de juin, là. Et puis, après, je dis, non, il ne faut pas que je reste là-dedans, là. Tous les gens vont me mettre à la figure que c'est un distributeur de pain. Il faut que j'aille chercher quand même, comme tu as à creuser. Oui. Et entre-temps, j'ai fait une formation aussi pour mieux s'intégrer au marché du travail ici, connaître un peu la culture et tout. Et puis, en août, le mois d'août, il y a l'UQAM qui m'appelle. On est en quelle année, là? On est en 2012. Donc, l'UQAM m'appelle pour 2 cours que je devais dispenser là-bas, à Montréal, et j'accepte. Et dans la foulée, quand je commence 2 semaines après, il y a Garneau qui m'appelle encore pour 2 cours encore. Et donc, j'avais 4 cours que j'assurais, 2 cours à Montréal et 2 cours ici. Wow. Et ce qui me faisait quand même, et c'est là où je me suis rendu compte que non, avec les 4 cours, j'avais quand même une bonne vie. J'avais un bon salaire avec tout ça, mais il fallait le voyagement, d'accord? Tout à fait. Et puis, après, on se rend compte quand même que les cours, s'il y avait quelqu'un qui était en vacances, qui est revenu, qui reprend ses cours. En fait, j'étais dans la précarité universitaire en tant que telle. Oui. Parce que on ne te donne pas les cours indéfinitivement. Il y a des mouvements comme ça. Et puis, je suis allé enseigner aussi à Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières. OK. C'était à mi-chemin, hein? On coupe la route en 2. C'est ça. Collège La Flèche, Garneau. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vous connaissent. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont passé par le temps parmi... que je suis resté, en fait, j'étais un peu partout et nulle part. Oui. Être partout et nulle part. C'est-à-dire que sur ce que je faisais, j'avais un peu d'argent, mais il y a quand même assuré une permanence quelque part. Qu'on sache que vous êtes à tel endroit, quoi, vous voyez. Oui. Et puis, les relations aussi, j'ai atterri aussi à l'UQAR par le chef du département, Jean-Yves Desgagnés, qui est d'ailleurs mon directeur de campagne, et qui m'a invité là-bas à un 5 à 7. Il m'a présenté aux autres, et puis de fil en aiguille, on m'a donné des cours. Et puis, pour l'instant, je fais la recherche aussi. On fait la recherche en Chaudière-Appalaches, sur la pauvreté au masculin. Donc voilà, on est un peu dans cette situation-là. Je suis pas encore stable, mais je m'engage, je m'intègre, clampin, comme on le dit. Et puis, voilà. Donc, c'est un processus d'intégration qui est lent. Et je suis plutôt content que mes collègues reconnaissent quand même le potentiel que j'ai. Et puis, je suis peut-être pas le seul aussi à avoir une situation de précarité. Il y a des Québécois qui sont là-dedans aussi. Tout à fait. Donc, on montre suffisamment aux gens qu'on a du potentiel, on peut faire des choses, et puis, on espère que ça va se stabiliser un jour. Donc, docteur et professeur Goma, qui parle 5 langues, qui a vécu dans plusieurs pays du monde. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui amène Monsieur Goma en politique? Qu'est-ce qui vous vient vous chercher? Et puis, à partir de quel moment? Ça fait combien de temps que vous êtes en politique? En politique, en fait, je fais mes premiers pas en politique. Mais je connaissais la politique depuis très longtemps en tant qu'Africain. Nous autres, quand on parle d'Afrique, la première des choses qu'on se dit en tête, je pars pour étudier et je reviens servir mon pays. Okay. Ça, c'était formidable. Ça, c'était la première des choses. On part pas pour penser qu'on va rester là-bas. Mais sauf que nos pays en sont tellement... Il y a des dictatures dans nos pays. Tout à fait. Et quand on est venu en Occident, on a vu le fonctionnement de la démocratie ici. Mais quelle
quel bonheur, quel bonheur. Et quand on regarde dans nos pays, c'est des vieux dictateurs qui sont là depuis très très longtemps, 40, 50 ans au pouvoir, ils ne foutent rien. Mon pays est un pays qui est très très riche potentiellement, 4e producteur de pétrole, plein de matières premières, 3 millions d'habitants, mais c'est parmi les plus pauvres. Alors quand moi je bavarde moi, hein, oui. J'ai un militantisme très 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 avancé dans la politique africaine. Les amis qui étaient là, Ludovic et Guy Patou, qui sont qu'on a rencontrés tantôt. On travaille ensemble, on va aux États-Unis partout pour dénoncer la dictature. Et puis bon, dans l'espoir qu'on va avancer des choses en Afrique. Mais on se rend compte que tous les jours, il y a des cheveux blancs qui paraissent, qui sortent. On se dit, mais on va crever sans avoir finalement fait ce qu'on veut faire pour l'Afrique. Et puis on se dit, mais attendez, on est quand même citoyen québécois. Là, on a le pied quand même posé, c'est là on peut être utile aussi. Oui. Et puis je me suis dit, mais parfois, engageons-nous ici. Et puis je me suis engagé ici en politique. Ici où il y a un potentiel de changement versus les pays africains où malheureusement, étant donné qu'il y a des dictateurs à la tête des pays, le changement est peu probable. Et c'est aussi une façon de dire qu'en s'engageant, mais je suis citoyen québécois aussi. Oui. Hein? Quand je dis je suis québécois, les gens tendent l'oreille, mais oui, j'ai un Québécois noir, mais fier de l'être quand même. Hein? Effectivement. Donc, quand je m'engage ici, je m'engage à fond. La preuve, c'est que le programme que nous avons, je vais dans la campagne française, mais les gens m'accueillent correctement. C'est vrai qu'il y a une appréhension de départ, mais quand vous avez commencé à parler avec les gens se disent, ah ben oui, mais il y a une fluidité dans les échanges, et puis on vous accepte très bien. Il y a certainement du parcours à faire encore, mais quand on sait ce qu'on veut, comment on explique ça aux gens, je pense pas que le Québec va continuer à rester fermé, n'est-ce pas, au potentiel des gens qui viennent, d'autant plus que le Québec s'engage aussi à aller chercher ce potentiel à l'étranger. Il y a la pénurie de la main-d'œuvre, il y a un certain nombre de choses, la crise de la natalité qui fait qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent s'établir au Québec. Je suis très optimiste. Anso, je sais que tu avais une question. Là, on va rentrer dans l'aspect un peu plus politique de l'entrevue. Je sais que tu avais une question pour M. Gama. En fait, on l'a un petit peu abordé tantôt. Moi, c'était surtout qu'est-ce qui me tient à cœur par rapport au financement des organismes communautaires. J'avais quand même lu dans le programme de QS qui voulait rétablir une certaine équité. Oui, Anne-Sophie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'après 15 ans de gouvernement du libéral, on nous a imposé l'austérité, là. Hein, on a tous vu l'austérité. Hein, et ceux qui ont fait les frais de l'austérité, c'est quand même l'éducation et la santé. Deux secteurs névralgiques où on ne peut pas arrêter la scolarité des enfants. L'éducation, c'est un secteur sacré. Et si on veut des experts pour notre société pour demain qui vont prendre la charge des entreprises, il faut qu'ils soient bien formés. Alors, pour qu'ils soient bien formés, Québec solidaire a un plan costaud dans l'éducation, c'est de rendre l'éducation gratuite, de la maternelle jusqu'à doctorat. Parce que, écoutez, mais les jeunes, il faut bien qu'ils aillent à l'école pour réussir. Plutôt que d'aller à l'école et avoir 2 emplois, 3 emplois, le corps n'est pas à étudier. Donc, il faut offrir cette gratuité. Donc, nous élevons avec beaucoup d'énergie contre la politique libérale de l'austérité. Couillard a mis 2 milliards à côté pendant combien de temps les gens ne sont pas bien soignés, les gens ne vont pas bien à l'école. Mais pourquoi mettre de l'argent de côté alors qu'il y a des besoins qui sont réels? Donc, nous, à Québec solidaire, la gratuité scolaire, c'est un pan très important dans notre politique. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. N'avez-vous pas peur de voir justement des gens un peu profiter du système de gratuité scolaire pour perdre leur temps à l'école? Non. Il y a pas... les gens... Vous savez, la politique de Québec solidaire, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous ferons l'effort pour que ça se transforme dans la tête des gens. Ça dépendra de la politique qu'on va mener. La politique que vous allez mener déterminera, n'est-ce pas, le comportement des gens. Ça, c'est très, très, très important, ça. On ne peut pas préjuger de cela. Nous avons une politique à mettre en place. Nous aurons des garde-fous également pour avoir un contrôle. C'est pas du laxisme, ça. Donc, on veut mieux suivre justement ce genre de situation-là pour pas que ça arrive. Absolument. Okay. Mais l'État aura l'argent. On nous dit souvent, mais oui, vous allez faire partir les entreprises, mais ils partiront pas. Pourquoi ils partiront? Il y aura un changement politique, ils partiront pas parce que s'ils partent, ils vont se coltiner la concurrence ailleurs. Non, mais là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Gama, dans le sens que on dit on va charger plus cher aux plus riches, ils vont partir. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est se faire peur à nous autres. C'est se faire des accroires parce que, honnêtement, un homme d'affaires qui est ici, qui est établi, il s'acquérera pas son camp parce qu'on augmente ses impôts. Moi, j'y crois pas. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et en plus, il faut que les gens sachent une chose. Tout pays
tout gouvernement vit sur la base de la fiscalité. Les revenus essentiels d'un État, c'est la fiscalité. Ce qui veut dire que chaque individu doit payer ses impôts à son niveau. Ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont très bas, ils ne payent pas l'impôt. Oui. Mais l'impôt des entreprises aussi, il faut les payer. Ceux qui ont beaucoup plus d'argent, mais on connaît l'évasion fiscale, on connaît les paradis fiscaux, les grandes entreprises se font subventionner par le gouvernement et tout cela. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Donc nous allons soutenir à fond les petites et moyennes entreprises. Et bien ceux qui ont plein d'argent, on prendra cet argent plutôt que de laisser dormir dans les banques ailleurs. Ça servira à financer les organismes communautaires qui font un travail de fond, qui sont au contact direct avec les problèmes que vivent les gens. Ce sont ces organismes que nous voulons financer pour qu'ils aient les moyens de leur travail. C'est effectivement extrêmement noble comme cause. Je veux avoir un peu votre vision de l'immigration. Bon, présentement, on le sait, sur la frontière québécoise, il y a énormément de gens qui sont venus des États-Unis puis qui ont traversé illégalement, malheureusement, pour venir s'établir au Québec. Je veux savoir quelle est votre vision de l'immigration en général. Comment on fait pour intégrer ces gens-là dans la société? En général, déjà, c'est vous dire que l'immigration, sans embâche, ça fera mal à qui l'entendra. Moi, je pense que l'immigration dans l'État du Québec aujourd'hui, c'est une partie de la solution. Les immigrants, il y a 4 formes. Il y a l'immigration économique, nous autres, qu'on vient chercher là où nous sommes. Oui. On nous vend le Canada, on nous vend le Québec, venez chez nous, nous avons besoin de vous. Oui. Il y a l'immigration des affaires, ceux qui ont de l'argent pour venir investir ici. Il y a le regroupement familial, ceux qui sont installés, qui font venir leur famille, et c'est tout à fait normal humanitairement. Oui. Et puis il y a les réfugiés politiques aussi, de besoins humanitaires. Oui. Et puis il y a le 5e maintenant, là, c'est évidemment ceux qui travaillent un peu irrégulièrement ici. Donc il faut quand même regarder ça. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. Les gens qui viennent des États-Unis, qui rentrent ici par les sentiers que... Par le chemin Roxanne. Le chemin, la police connaît ce chemin-là. Ils vont attendre, on a vu les images, on vient attendre ces gens-là, on leur demande si tu travailles, on t'arrête. Alors une personne qui a traversé tous les États-Unis pour venir au Canada, il va reculer, il va traverser. Et quand on les arrête, on fait quoi? On les amène dans les centres de détention. On les garde pendant une semaine, ou on les relâche, ou bien on les met on les rentre dans le système de la régularisation. C'est pourquoi au niveau de la rhétorique, on parle des rentrées irrégulières, illégales, d'autres parlent des clandestins et tout cela. On sait très bien que ces gens-là, on peut les récupérer, les rendre employables et les envoyer dans les régions. Mais il faut les encadrer, puis ça prend un plan. Ça prend un plan, parce que présentement, ce qu'on sent en tant que citoyen québécois, c'est qu'il n'y a pas de plans qui sont mis en place. Il faut mettre un plan. Québec solidaire a un plan pour les carrefours de l'immigration, des immigrants. Il y a une expression comme ça, c'est-à-dire un guichet unique, une sorte de guichet unique où ces gens-là seront accueillis et introduits graduellement dans les circuits de notre économie, puisqu'on en a besoin. Rendre les gens employables, parce qu'on en a besoin. Donc, on parle d'une certaine sélection à ce moment-là. Mais la sélection, on peut le dire comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait des gens qui seront rejetés. Je ne suis pas sûr, vu les besoins. Attendez, vous avez besoin des gens. Maintenant, on bosse là, on va chercher des gens à Madagascar et puis à l'île Maurice dans des avions entiers là. Hein? On va les chercher en ce moment, ça se passe en ce moment. Hein? Donc, c'est vous dire. Je pense que l'autre chose qu'il faut savoir, je pense que il faut une démarche pédagogique pour sensibiliser le Québécois à l'arrivée de ces gens-là. Parce que les Québécois sont parfois surpris de voir ces gens arriver dans leur environnement. Mais c'est parce que le gouvernement n'a pas fait le travail pédagogique qu'il faut pour leur expliquer que les gars, si on ne fait pas ça, eh bien, la pyramide des âges va nous réserver des surprises désagréables. Effectivement, voilà. Notamment avec les coupures qu'il y a eu. Les coupures qu'il y a, vous savez que les gens qui travaillent, ils paient les impôts pour que le gouvernement ait des moyens. Mais s'il y a un grand déséquilibre entre les personnes âgées et ceux qui travaillent, c'est pas bon. Un des points que je veux qu'on aborde aussi, c'est... Mon programme à moi, ici, attendez un instant, j'ai une dernière question. Ok, d'accord. Vous êtes afro, français, américain, donc j'aimerais savoir quel est le Tu sais, on entend souvent parler de la meute, on entend une montée de la droite, notamment à Québec. Quel est l'accueil et l'approche que les citoyens ont de vous? Est-ce que vous sentez du racisme présentement? Attendez, c'est rapidement. L'existence de la meute, c'est une existence normale. Nous sommes en démocratie. Les gens ont le droit de s'exprimer. Oui. Voilà. La meute, moi, ils ont pris la décision d'exister. Il faut qu'ils existent. Oui. Mais il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un dialogue.
Hein? Mais est-ce que vous ressentez une pression raciale à Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Parce qu'on entend trop souvent parler de racisme à Québec. Mais le racisme, c'est un phénomène qui existe, ça a toujours existé. Ça ne va pas exister. Au Québec, bien sûr, le racisme existe. On me parle souvent dans les institutions du racisme ou de la discrimination systémique. Bon, mais moi, je ne dirais pas comme ça. Le système ne réfléchit pas. Le système ne prend pas sa voiture pour aller faire des courses. Derrière le système, c'est des individus qui prennent des décisions. Choisir telle personne, ne pas choisir telle autre personne. Donc, il ne faut pas que les gens se cachent derrière le système pour exprimer leur racisme parce qu'on ne veut pas prendre quelqu'un parce qu'il est autochtone, parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe. Ça, c'est une réalité qu'on ne va pas démentir. Mais concrètement, sur le terrain... Il faut une démarche pédagogique. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que vous sentez en tant que, une personne qui est noire, de couleur noire, est-ce que vous sentez du racisme? Non, je peux dire que, en fait, c'est un peu gênant de le dire, mais si on va vers le franc-parler, de la même façon que je ressens cela, je ressens aussi l'ouverture des gens qui sont bien sympathiques, qui te comprennent, qui acceptent de travailler avec vous. Mais ce qui est bien vrai, même à l'université, il faut le dire qu'il y a certaines universités où, évidemment, il faut monter patte blanche, où on ne voit pas de noirs dans les couloirs de l'enseignement, ou dans les salles de classe, on ne voit pas des noirs qui ont pourtant la compétence pour le faire. Mais ça, je ne sais pas si c'est le racisme ou bien c'est la discrimination, ça je n'en sais rien, mais c'est une réalité qui existe, mais qu'il faut combattre avec l'éducation, que l'État prenne ses dispositions. La politique, par exemple, des quotas, on dit que c'est une politique qui ne prend pas les gens sur leurs compétences, mais non, il faut le faire, puisque si on reconnaît que le racisme existe dans nos institutions, alors imposer des quotas, voilà. Mais c'est pas mais c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est-à-dire que vous promenez sur Grande Allée, vous ferez pas lancer des pierres. Ah non, c'est plus subtil que ça. En plus, le gouvernement a sorti des rapports sur le racisme. C'est-à-dire que nous, quand nous disons ça vient pas de notre subjectivité. Il y a des recherches qui ont été menées qui montrent à suffisance. Quand on parle de racisme systémique, c'est que le phénomène existe. Et on le dit jusqu'aujourd'hui. On m'a envoyé un document en Beauce, là, en plus. Il y a une recherche qui a été menée qui montre qu'il y a un pourcentage assez fort des entrepreneurs québécois qui disent que moi je préfère prendre les personnes qui sont en retraite, qui viennent travailler, ou bien les jeunes qui n'ont pas d'expérience, plutôt que de prendre des étrangers. Il y a des gens qui sont c'est pas un grand nombre des entrepreneurs, mais ça existe. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut une démarche pédagogique pour faire comprendre aux gens qu'il y a des enjeux. Ces gens qui viennent, c'est pas seulement des numéros, mais c'est des êtres humains qui ont aussi un projet de vie, et le projet de vie qu'ils ont peut s'articuler au projet de vie de la société, parce que si vous prenez un docteur, vous l'envoyez distribuer le pain de la mère Michel, attendez, il va déjà gagner peu d'argent, alors que s'il gagnait de l'argent correctement dans un métier qui lui correspond, il va payer aussi les impôts à ce niveau-là, qui permettra à la société, n'est-ce pas, de faire beaucoup plus de choses. Donc il y a quand même des choses. Monsieur Gama. Oh non, c'est fini déjà? Ça tire à sa fin. Mais je vous laisse quand même 1 minute ou 2 pour parler des enjeux des gens de Lévis. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va voter QS aux prochaines élections? Voter QS parce que à Lévis, nous avons un programme très très fort. Nous voulons faire de Lévis la capitale des chaudières-Appalaches. La démarche, elle est régionale également. Nous aimerons que dans 10, 15, 20 ans, on ne traverse les ponts que pour aller en villégiature à Québec. Que à Québec, à Lévis, nous ayons développé un plateau académique très 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 fort, de sorte que les étudiants puissent avoir tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Je veux dire un enseignement de qualité, la recherche de pointe dans les domaines qui sont intéressants dans les chaudières Appalaches, des équipements académiques, soccer, tous les sports qu'il faut, et puis des résidences universitaires. Nous voulons délocaliser aussi Lévis, c'est-à-dire qu'à New York, à Hong Kong, partout qu'on sache qu'à Lévis, il y a une université qui est une petite université de grande qualité, que je voudrais aller faire les études là-bas. Monsieur le maire Le Houillet a fait du bon travail, parce que Lévis est quand même parmi les pays, les villes où on vit mieux. Donc il faut faire ce rayonnement à l'étranger, de sorte que les gens puissent avoir le goût de venir étudier ici à Lévis. Ça, c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'est nos aînés. Moi, je suis dans le vieillissement, alors je pense que ce n'est pas monsieur Paradis qui veut privatiser tout le domaine, à construire des cliniques partout. On le rappelle, le privé, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Alors, quand M. Paradis dit que voilà, les privés, les cliniques gratuites, de qui sont mortants. Il n'y a pas de cliniques gratuites. Il faut que l'État reprenne les services sociaux et puisse les améliorer, de sorte que 7 jours sur 7,
24 heures sur 24 heures, que les gens puissent avoir à aller se soigner. Et puis aussi, ma foi, le développement des infrastructures de transport intra- et interurbains, c'est-à-dire que Lévis doit être relié à toutes les principales villes des autres dans la région Chaudière-Appalaches. J'aime de voir à quel point vous, justement, donnez les lettres de noblesse à Lévis, qui n'est pas seulement un suiveux de Québec. Ah non, c'est pas une banlieue de Québec. Nous voulons que ça soit plus une banlieue de Québec. Soit reconnu. Et là-dessus, M. Le Houillet est tout à fait d'accord avec moi. La fois passée qu'on s'est rencontrés, il dit, mais c'est une très bonne idée, M. Goma. Moi aussi, je pense de cette manière-là. Et j'espère qu'il nous écoute en ce moment et qu'on va travailler ensemble de faire de Lévis une vraie capitale. Jean de Lévis, vous pouvez être fier. Hey, j'ai des questions éclair pour vous. Oui. Super facile. C'est, en fait, je vous donne 2 choix de réponse et puis vous choisissez. Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier? Ah, je suis droitier. Droitier. Est-ce que je vous donne le choix? OK. Un steak ou une salade? Une salade. Une salade, wow! Bière ou vin? Un vin. Un vin. Manon ou Gabriel? Manon, parce que c'est la personne qui a été à l'élection, la première ministre ici, Québec solidaire, et sort champion des élections. C'est celle qu'on voit dans les débats. J'ai beaucoup de... en plus, il est jeune aussi, il a tout le temps. Excellent. Chien ou chat? Chien. Oh, chat? Chien. Chien? Ouais. Est-ce que vous en avez ou? J'ai eu dans ma vie, mais depuis que je suis en Occident, j'ai pas eu de chien, mais de chez nous, on avait des beaux chiens, bergers allemands. Il y a un qui s'appelait Jolis. J'ai un berger allemand, justement. Donc, voilà, vous parlez à quelqu'un qui me comprend. Bien. Hiver ou été? Été quand même, hein? Été, ben oui, j'imagine. Rock ou hip-hop? Rock and roll. Rock and roll. Je suis la vieille génération quand même. Facebook ou Instagram? Facebook. Facebook. Et la dernière, la plus importante, canadien ou nordique? Oh, nordique tout de même. J'espère. Voyons. Hey, monsieur Goma, ce fut un plaisir. J'espère que les auditeurs ont apprécié l'expérience. C'est quelque chose de différent qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de connaître monsieur Georges Goma. Ouais. Monsieur Georges Goma, vous êtes un docteur, un professeur. J'ai pas le titre de professeur parce que bon, j'ai les attributs d'un professeur puisque j'ai tout ce qu'il faut, mais il y a une démarche administrative. Mais vous avez enseigné quand même. Si c'est simplement l'enseignement, oui, je suis professeur. Professeur, vous avez vécu aux États-Unis. En France d'abord. En France, aux États-Unis et au Canada. Au Congo aussi et au Canada. Oui, bien sûr. Honnêtement, on parle des enjeux de la prochaine élection, l'immigration, l'éducation. Ben, je pense que la meilleure personne en place pour vous parler de ça, c'est M. Georges Goma. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous recevoir ici en entrevue. C'était hyper intéressant. Puis, écoutez, le lien existe encore. Donc, si jamais ça vous tente de pouvoir sévir sur les ondes, ça va me faire plaisir de vous recevoir.